Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un format tout nouveau. Oui, je vous propose une interview. C'est très rare que je propose des interviews et en plus, je vous propose une interview avec quelqu'un qui m'a accompagné. Il s'agit de Samuel Coulon. Samuel Coulon m'a formé, m'a coaché pendant plusieurs semaines lorsque j'étais au plus mal. Vous connaissez un petit peu mon histoire. Juste après la crise du Covid, j'avais tout perdu, mon travail, ma santé, j'étais en pleine dépression, même je peux même dire burn-out. Et voilà, j'étais en pleine crise de rectocolite hémorragique, ma maladie chronique, et j'avais perdu tous mes moyens en fait. Et Samuel est arrivé, je le connaissais déjà depuis quelques années, on s'était rencontrés en Thaïlande, et il est arrivé sur ma route pour m'aider, pour me tirer vers le haut. Et grâce à lui, j'ai pu mettre en place des gestes, une conscience de mon corps et de ma respiration qui me servent toujours aujourd'hui. Et puisqu'actuellement on parle de stress, on est sur cette thématique-là sur YouTube, eh bien j'avais envie de faire intervenir Samuel parce que c'est une des personnes les mieux outillées que je connaisse pour résoudre ce problème-là. Alors à travers cette interview, il va vous éclairer sur le fonctionnement de votre corps, il va vulgariser un petit peu l'outil qui est la respiration pour mieux apprendre à vous connaître et aussi pour vous permettre de revenir à la normale quand par exemple tout vous surstimule à l'extérieur, quand vous vous sentez submergé par une quantité de stimuli incroyable et que vous n'arrivez pas à gérer tout ça. Samuel répond à ces questions-là, à ces problématiques-là, en vous proposant une pratique qui est très particulière et qui va vous permettre de vous recentrer. J'apprécie beaucoup son accompagnement, j'apprécie beaucoup son regard sur le fonctionnement du corps, sur le fonctionnement de la vie tout court. C'est quelqu'un qui en vaut la peine. Alors, je vous laisse tout de suite avec lui pour découvrir ce qu'il a à vous proposer. Bonjour Samuel, comment vas-tu? Salut Steve, ça va? Merci et toi? Je te remercie et puis surtout merci beaucoup d'accepter cette interview. Alors aujourd'hui, tu vas parler à la communauté hypersensible qui nous suit sur YouTube et pour qu'ils comprennent un petit peu ta démarche, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites? Eh ben écoute, déjà merci de ton invitation, c'est un grand plaisir de partager ce moment avec toi et avec ta communauté. En fait, moi Samuel, ça fait une dizaine d'années que je pratique la respiration pour moi. Elle a vraiment changé ma vie il y a une dizaine d'années. J'étais un peu dans les extrêmes, j'étais pas hyper sensible, pas dans ce sens-là, j'étais quelqu'un assez dans les extrêmes. Soit je faisais la fête, soit je faisais du sport, mais il n'y avait pas de juste milieu. La respiration m'a vraiment permis de trouver un équilibre. Du coup, j'ai voulu explorer, découvrir plein de techniques de respiration qui m'ont vraiment changé la vie. Et depuis 3 ans, maintenant, j'accompagne des gens via la respiration comme outil principal, en fait, pour essentiellement apprendre à se recentrer, à libérer ses émotions. Et ensuite, il y a une partie performance, mais la partie performance, moi, c'est vraiment le côté optimiser son potentiel. C'est pas être meilleur qu'un autre, c'est pas performer plus qu'un autre, c'est optimiser son potentiel avec ses moyens. Voilà, voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Alors pour resituer un petit peu, notre relation, je vais un petit peu retracer, notre rencontre, aux personnes qui nous regardent. Alors nous, on s'est rencontrés il y a 3 ans et demi, c'était en Thaïlande, à Koh Samui, chez un ami qu'on a en commun qui s'appelle Romain Benani et il se trouvait que, je t'ai ren la première fois que je t'ai vu, c'était dans la piscine, en fait et en fait, ça a vite matché entre nous parce que, je m'entraînais à l'apnée, à améliorer mon score en apnée et je me souviens que tu m'avais bien coaché, tu m'avais bien accompagné pour rester plus longtemps sous l'eau et j'avais battu mon record avec toi, je crois que c'était plus de 3 minutes 13, un truc comme ça et de là ont émergé beaucoup de conversations parce qu'on a beaucoup parlé de gestion des émotions et notamment de gestion du stress et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on axe, cette interview aujourd'hui, sur la gestion du stress. Alors, j'ai une première question à te poser Samuel. Est-ce que tu seras en mesure de nous expliquer pourquoi, de manière générale, nous sommes stressés et notamment les personnes hypersensibles, à qui on s'adresse, elles souffrent beaucoup de cela? Écoute, effectivement, alors le stress, c'est quelque chose de naturel. Et, moi, j'aime assez à la ramener parce qu'on l'a un peu diabolisé. C'est quelque chose de naturel et de normal à la base, à l'origine. C'est quelque chose qui nous permettait de réagir en cas de danger. Euh, Voilà, tu te faisais attaquer par une tribu adverse ou pour un tigre à dents de sabre, boum, il y avait ce stress qui venait et qui faisait que tu mobilisais ton énergie pour pouvoir fuir, te battre. Ou il y a aussi une troisième chose, c'est être figé.
Bon, ça, c'est moins pratique, mais il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils sont trop stressés, ils figent. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Du coup, pourquoi on en souffre? C'est qu'aujourd'hui, en fait, si on n'apprend pas à le canaliser et à réagir avec comment dire, proportionnellement aux situations, on a un petit peu du mal, en fait, et on devient vite submergé. C'est-à-dire que ce que je vais dire peut paraître dur pour certaines personnes qui sont en difficulté financière, mais un découvert financier, ça n'a jamais tué personne. Techniquement, ça n'a jamais tué personne. Ça crée du stress, on y pense, etc. Oui, mais ça n'a jamais tué personne. Et aujourd'hui, si tu veux, le stress à l'origine était pour te permettre de survivre et d'éviter de mourir. Et aujourd'hui, maintenant, tu vas te prendre la tête avec ton chef le matin, et ben, le soir, tu vas encore y penser quand tu vas rentrer à la maison et retrouver ton conjoint ou ta conjointe. Et c'est là le problème, en fait, c'est que techniquement, on devrait rester une période très courte en stress et ben, les gens ressassent et retournent dedans. Alors, il y a différentes théories. Il y a des gens qui disent que dans la société civilisée, par exemple, occidentale, entre guillemets, enfin, civilisée, entre guillemets aussi, comme on n'a pas de vrai danger, notre cerveau qui est fait pour ça, ben, il va chercher des dangers un petit peu partout et des Mm. raisons de s'inquiéter. Tu vois? Et c'est vrai, moi qui ai vécu 10 ans en Afrique, des gens qui vivent dans la rue, qui n'ont pas à manger et tout, ils ont pas le niveau de stress que peuvent avoir des Français qui vivent à Paris, par exemple. Et Ouais. pourtant, ces gens-là, au quotidien, ils se battent pour vivre. Ils doivent trouver à manger, ils doivent... Et alors que quand tu es en France, par exemple, tu n'as pas à t'inquiéter des soins médicaux, tu n'as pas à t'inquiéter de choses comme ça, tu seras soigné si tu as besoin. Alors après, bien ou mal, c'est un autre débat, mais tu as tout ce qu'il faut en fait à portée de main. Tu n'as pas besoin de faire des kilomètres pour trouver de l'eau, à manger et tout. Et pourtant, le niveau de stress est beaucoup plus élevé, par exemple, en France, comparé à certains pays d'Afrique où j'étais. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi on a du mal, on a tant de difficultés à relativiser, à se détacher de ce stress et à se dire que finalement, les problèmes que l'on vit, ce ne sont pas des problèmes radicaux qui mettent notre vie en danger. Alors là, il n'y a rien de scientifique à 100% et à mon avis et mon expérience là-dessus. C'est-à-dire que déjà, moi, je pense que les gens n'ont pas forcément appris à accueillir et gérer leurs émotions. On en a fait quelque chose de mal, notamment, entre autres, chez les garçons. Chez les garçons, un homme, ça ne doit pas pleurer, un homme, ça ne doit pas montrer ça. Enfin, je veux dire, ma génération, en tout cas, a connu ça. J'ai 45 ans. Donc, il y a ce côté-là où on t'a pas appris à vivre avec tes émotions, où on les a un peu diabolisées, où on a parlé d'hystérie chez les femmes, dès qu'elles avaient des choses, ou voilà. Donc, déjà, on n'est pas copain-copain avec les émotions. Ensuite, on est sur-sollicité. C'est-à-dire que avant, les gens, ils rentraient le soir à la maison, c'était pour se détendre. Tu vois, je rentre, je retrouve ma famille, je bouquine. Ben là, tu vas regarder un film avec plein d'émotions, une série qui te plaît. Il y a toujours des sursollicitations. Tu es toujours en train de te comparer sur les réseaux sociaux et en fait, en permanence, en permanence, en permanence, tu es là-dedans. Et du coup, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et puis, il y a le côté compétition, on est toujours en train de te mettre en compétition. Donc, tu es toujours en train de regarder ce que fait l'autre à droite, à gauche, à l'école, c'est les notes, je veux dire, au travail, c'est les résultats. Voilà. En sport, c'est pareil, il y a les compétitions, il y a toujours ce côté compétition, et ce qui fait que tu peux jamais te détendre. Ouais. Ça rejoint pas mal ce que subissent les personnes hypersensibles, c'est que l'hypersensibilité se caractérise par une submersion d'un trop-plein de stimuli. Et dans ce que tu me racontes, je retrouve exactement la description, le cauchemar que peuvent vivre les hypersensibles parce qu'ils vivent dans un monde trop agité, trop bruyant, où les sursollicitations sont omniprésentes. Et donc, par définition, ils ont un système nerveux qui est plus fragile que la moyenne, ce qui fait que, euh, sans prendre soin de leur environnement et de leur bien-être, ils subissent de plein fouet cette sursollicitation extérieure. Ouais, Alors, c'est juste, intéressant ce que tu dis, ouais, ouais, justement sur le côté fragile et l'entraînement du système nerveux. exactement. Bah, on y vient alors, justement, puisqu'on parle de système nerveux. Lorsqu'on est stressé, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans notre corps? En fait, pour être stressé, en fait, il faut qu'il y ait un événement extérieur ou une pensée, quelque chose qui va, voilà. Donc, il y a cet événement ou cette pensée qui arrive. Derrière, nous, ça va entraîner une réaction en chaîne au niveau hormonal, puisqu'en fait, les émotions, ce ne sont que des hormones. Euh, et essentiellement, par exemple, il y en a une qui commence à être assez célèbre, c'est le cortisol. Le Ouais, cortisol qui va venir pour réveiller le stress, justement, et mobiliser.
C'est-à-dire que notre système nerveux, il est partagé en deux parties. Il y a le côté parasympathique et le côté sympathique. Le côté sympathique, c'est le côté stress, combat, fuite. Voilà. Et le côté parasympathique, c'est le repos, la digestion. Globalement, sans rentrer dans les détails, on ne peut pas être sur les deux à la fois. Voilà. On peut trouver un équilibre par certains exercices, mais on ne peut pas être sur les deux à la fois. Et du coup, si tu es en stress, tu ne peux pas digérer. Un exemple tout basique. Hmm. C'est pour ça que, par exemple, c'est un peu l'image d'Épinal, mais quelqu'un qui fait du yoga, qui a acheté tout le matériel, qui fait sa méditation tous les jours, qui mange bio, machin, qui fait super attention, mais si cette personne, elle est stressée H24, bah, autant qu'elle mange du McDo parce qu'elle ne peut pas digérer en fait le bio et tout. Elle ne peut pas Ouais. l'assimiler. C'est ce que j'explique Donc, souvent sur la chaîne, c'est que l'énergie qui est dans le corps, elle est répartie de manière inadéquate. Et tout est dans la sphère corticale parce qu'on est trop dans le mental, ce qui fait que le reste du corps ne peut pas mobiliser l'énergie nécessaire pour être bien, pour se mouvoir, pour digérer, pour plein d'autres tâches, pour se concentrer aussi. tout à fait. Et le corps va prioriser. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un excès de cortisol qui arrive, le cortisol, il est utile le matin pour se réveiller. Les gens qui n'ont pas de cortisol finissent par mourir, en fait, parce qu'ils n'ont pas cette impulsion pour se réveiller. Il y a des gens qui Ouais, ont des déficiences et vraiment, ils ont des problèmes. Et en fait, le truc, c'est que là, il est utile, mais passer une certaine dose, mais c'est un peu comme tout, je veux dire, hein, des choses, si on boit trop, on va finir par esquinter sa santé. Si on boit trop, on va esquinter ses reins et tout. Ben là, trop de cortisol, en fait, à un moment, va être néfaste. Et du coup, notre corps, quand il se dit ah, j'ai du cortisol partout, et ben, il va commencer à nettoyer le cortisol et il va mobiliser le système immunitaire pour ça. Donc, du coup, pendant que tu es en train de nettoyer le cortisol, et ben, les virus, les bactéries et tout, elles sont tranquilles. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent ouais, parce que ton système immunitaire priorise. Il dit oula, là, j'ai une grosse montée de cortisol, il faut vite que je nettoie avant que ce soit toxique. Ben, pendant ce temps-là, je ne digère pas. Pendant ce temps-là, mon système immunitaire, il ne travaille pas. Et résultat, j'ai l'impression, voilà, je fais tout, hein. Je médite, je fais du yoga, je fais des trucs, mais comme je ne suis pas détendu, comme je ne suis pas dans la vraie phase de relaxation, ben, je ne peux pas, ça ne fonctionne pas. ouais. Et pourtant, le cortisol a quand même une utilité. Comme tu l'as dit au tout Tout à début, fait. c'est une réaction primitive qui nous permet de rester en vie en ayant un geste pour se sécuriser lorsqu'on est réellement en danger. C'est ça, tout à fait. Et c'est pour ça tout le monde a un pic de cortisol le matin quand il se réveille. C'est ça y est, tu t'es reposé, maintenant, hop, on Ouais. réveille la machine. Mais le truc, c'est que les gens, si tu regardes la nature, les animaux, quand ils ont eu un coup de stress, déjà, ils vont trembler. Il y a une façon Mm. pour évacuer le stress en tremblant. Et derrière, ils vont se reposer. Ils vont se mettre quelque part, ils vont s'isoler, ils vont se reposer. Je veux dire, ils vont pas s'occuper des enfants, ils vont pas être sur les réseaux sociaux, ils vont prendre un temps pour eux, pour se recentrer. Ils tremblent et ils se recentrent. Ça, ben nous, on sait plus le faire. C'est vrai. On reste dans notre agitation et quand on vit un épisode, quand on vit un épisode stressant, en général, on reste dans notre tête en ressassant cet épisode stressant. Ah, je crois que Excuse-moi, il c'est y a eu un bon. problème technique. C'est bon, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais. Je disais, quand on vit un épisode stressant, on reste dans notre tête et on ressasse cet épisode stressant et on n'a pas cette habitude de se mettre en retrait, de faire le silence en soi et et pour mettre de côté les ruminations mentales. Oui, tout à fait. Et bah, chose qu'on a vu par exemple quand on a vu sur les neurosciences ou des choses comme ça, on est un être d'habitude et on ressasse les mêmes choses, mais c'est normal parce que comme on est un être d'habitude, ben, on va répéter les mêmes gestes, les mêmes choses et les mêmes pensées. Et du coup, le fait de répéter les mêmes pensées, si on a des pensées entre guillemets négatives ou Mm. toxiques, ben, il n'y a pas de miracle. Je veux dire, on va pas se réveiller un jour en se disant, ah, tout va bien dans ma vie, je vais bien, la vie est belle et tout. Non, non, on va répéter les mêmes choses. Et le fait de répéter les mêmes choses, ben, si à un moment, on ne prend pas le contrôle et on ne décide pas de switcher ça, il peut rien se passer. Ouais. Alors, toi, quand tu regardes un individu comme ça que tu connais pas de l'extérieur, est-ce que tu es en mesure de voir s'il est stressé? Et si oui, quels sont les signes qui te permettent d'observer le stress chez cette personne? Alors, il y a différentes choses qui peuvent permettre, et moi d'ailleurs, enfin, il y a un exercice que j'aime faire en groupe, c'est copier la respiration de quelqu'un quand on est en face à face et dire ce que ressent la personne. Ah, c'est intéressant ça, par effet miroir. C'est ça, c'est-à-dire Ouais. que nos émotions changent notre pattern respiratoire. Mmh. Alors on a tous des patterns différents. Il y a des gens dans la joie, ils vont respirer vite et tout.
et d'autres qui vont être plus calmes et plus posés. Donc, c'est important de se connaître. Mais du coup, l'agitation physique, ça peut montrer quelqu'un de stressé Mhm. ou quelqu'un de très tendu parce qu'il est dans le contrôle et il essaye de ne pas être agité, justement, où on voit beaucoup de rigidité, beaucoup de choses. Il est dans le contrôle, il est énormément, mais parce qu'il a envie d'exploser et puis il fait tout pour pas exploser. Et entre autres, la respiration. La respiration des gens qui font des apnées, parce qu'à un moment, ça permet de faire une pause, justement, ou des gens qui respirent très vite. Très vite, parce que une respiration rapide, c'est une respiration d'urgence et de stress. Et qui en Donc, les même temps gens qui. ça permet de stimuler l'intellect aussi. Alors, c'est. En fait, c'est toujours pareil. Si c'est trop, non. Si c'est juste au bon équilibre, oui. Ouais. Si je ventile trop, en fait, je vais créer un stress supplémentaire parce que cellulairement, je ne vais pas respirer. Parce qu'il y a tout un truc, un processus chimique qui se passe. Mais effectivement, au début, ça stimule, mais à un moment, quand c'est trop, en fait, parce que j'agite mon cerveau en même temps que je respire, et parce qu'il y a des pressions qui se font dans le corps, bah, plus je vais respirer vite, plus mon cerveau va être agité, plus ça va créer une surcharge électrique au niveau du cerveau. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils ont besoin de penser et de se poser, ils se mettent en apnée, ils se rendent compte que j'ai besoin de respirer d'un coup, tu vois. Mais parce qu'en fait, ils avaient tellement besoin de se poser, ils se mettent en apnée et ils se posent. D'accord. Ok. Alors on y vient. Est-ce que tu peux nous partager un ou plusieurs moyens de réguler le stress? Oui, alors déjà, la première des choses, comme disait Socrate, connais-toi et tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu ne commences pas par toi-même, tu pourras pas contrôler quoi que ce soit. Donc la première chose, c'est s'observer. Et moi, tous mes clients, ce que je leur demande quand ils n'ont pas l'habitude de le faire, c'est de se poser et d'observer sa respiration, mais 30 secondes, une minute, pas besoin de le faire pendant des heures. Juste, voilà, j'observe. Bon, bah là, par exemple, c'est le matin, je sens que ma respiration, elle est dans le ventre, elle est lente, elle est profonde, elle vient bien par le nez, ok. Là, c'est après une réunion de travail, je sens que c'est un peu rapide, que c'est plus dans la poitrine. Voilà, c'est apprendre à se connaître et à associer les émotions et les situations qui vont avec. Ben voilà, telle situation, telle émotion, je respire comme ça. Donc déjà, ça permet de se connaître. D'accord. Pourquoi? Parce que après, tu vas prendre le contrôle de ta respiration. Et quand tu prends le contrôle de ta respiration, parce que n'importe qui, là, ceux qui me regardent, si on leur dit, ben, arrêtez de respirer, reprenez. Et il n'y a pas besoin d'être yogi pour ça. Je veux dire, n'importe qui est capable de prendre ce contrôle. Et pourtant, depuis tout à l'heure, les gens nous écoutent et ils respirent sans y penser. Et en fait, c'est ça la petite clé. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es observé, que tu sais comment tu respires quand tu es bien, quand tu n'es pas bien, etc., bah, tu vas pouvoir tout simplement reproduire ces patterns-là, sans partir dans des trucs de yoga et tout. Ah bah, quand je suis bien, je respire profondément dans le ventre et Hmm. c'est hyper lent. Et ben là, j'ai un moment de stress, je vais reproduire la respiration quand je suis bien. Ouais. Et le corps, il fait pas la différence. Il va balancer les hormones du bonheur, en fait. Ah, attention, Samuel, il respire comme ça, c'est qu'il est bien. Allez, je balance les hormones qui vont avec. D'accord. Ce que tu nous proposes, c'est de mettre de la conscience sur notre respiration pour créer des points d'ancrage et les reproduire dans les moments où tu en as besoin. C'est ça, prendre conscience de comment on respire, effectivement, et petit à petit créer cet ancrage et dire OK. Et du coup, quand on va stresser, on va le sentir venir au lieu de le subir et de faire comme si de rien n'était, puisque depuis des années, on est là-dedans. Et on va pouvoir respirer comme d'habitude, on se sent bien. Comme d'habitude, on a de la joie ou de la relaxation. Ça, pour moi, c'est les fondamentaux. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher dans des extrêmes en respiration, de l'hyperventilation, des choses comme Hmm. ça, parce qu'effectivement, c'est puissant et ça peut aider. Mais seul, déjà, il vaut mieux apprendre à respirer au quotidien et se connaître. Ça, D'accord. c'est la base de la base. Et puis après, c'est un peu de bon sens. Si on observe autour de nous, les enfants, qu'est-ce qu'ils font quand on les énerve ou quand on fait quelque chose qui n'est pas juste? Bah, ils vont soupirer, ils vont souffler. Oui. Voilà. Et pensez juste, voilà, j'inspire, je fais monter la pression, j'expire, je la relâche. Donc, bah, suffit tout simplement, ça va pas, et en même temps, je relâche mon corps, je relâche tout, et il y a une vraie détente qui s'installe. D'accord. Ça, c'est Alors, vraiment la base. justement, quand tu commences à mettre en place ces exercices de respiration, si on rentre à nouveau dans le corps, qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones? Quand tu commences à amorcer un début de détente, qu'est-ce qui se met en place dans ton corps? Alors, déjà,
Quand j'inspire, j'accélère le système, donc je suis sur le sympathique. Quand j'expire, je suis sur le parasympathique. Alors ça, Donc est-ce que après, tu peux c'est... nous l'expliquer, juste la différence entre les Ouais, deux, pour ceux qui nous regardent? voilà. Donc le sympathique, c'est vraiment le côté stress, le côté où je vais accélérer mon cœur, je vais accélérer ma respiration, tout ça, parce que je dois agir, parce qu'il y a un danger. Et le parasympathique, c'est le côté repos, digestion, relaxation, où mon système immunitaire va se mettre en route. Donc c'est vraiment les deux côtés. Donc retenez bien que le sympathique, en fait, c'est pas celui qui est si sympathique que ça, c'est Hmm. plutôt le parasympathique. Voilà. Et du coup, quand j'inspire, parce que tout n'est qu'une question d'équilibre dans la vie. Je veux dire, D'homéostasie. je- c'est ça, l'homéostasie, c'est je dois trouver l'équilibre en permanence. Je dois boire de l'eau, mais suffisamment, mais pas trop. Je dois faire du sport, mais pas trop. Parce que si j'en fais trop, je peux me blesser. Si je me repose pas, je peux me blesser. Et là, c'est pareil au niveau du système nerveux, c'est-à-dire j'inspire, je vais stimuler le stress, donc mon cœur accélère. J'expire, je ralentis tout. Donc c'est mathématique. Si par exemple j'expire 2 fois plus longtemps que j'inspire, eh ben, je passe 2 fois plus de temps en repos qu'en stress. Et sans partir dans des pranayamas, des choses hyper compliquées, je pars de ce concept-là. C'est-à-dire quand je suis stressé, il y a par exemple pour s'endormir, moi la technique de la paille que j'adore, c'est j'inspire, je mets ma bouche comme une paille et j'expire le plus longtemps possible. Comme ça, j'ai pas à compter, j'ai pas à retenir et tout. Je sais juste que j'inspire lentement, sans me faire mal, sans forcer, et j'expire le plus longtemps possible jusqu'à ce que ce soit encore agréable. Et quand ça commence à devenir désagréable parce que j'ai plus d'air, je réinspire et je repars. Et en fait, il faut en même temps conscientiser, c'est-à-dire au début, comme notre corps est plus habitué, ben, j'oblige mon corps à se relaxer. C'est-à-dire que dès que j'expire, je lâche mon corps. J'inspire, je me tends un peu, légèrement, et j'expire, je relâche tout. Et petit à petit, à force de le conscientiser, on va réussir à ce que ça devienne automatique. D'accord. Ok, je te remercie vraiment. Euh, Maintenant, si on cible sur les personnes hypersensibles qui ont un mental extrêmement agité, c'est vraiment la particularité de leur dynamique, qui sont sursollicités par les bruits, par les stimuli visuels, par les odeurs, par les mouvements autour d'eux. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour vraiment se recentrer sur soi et quelque part créer une sorte de bulle protectrice pour se protéger de tout ce brouhaha ambiant? C'est, comme je dis, c'est revenir à la maison et la maison, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire, à chaque fois que j'inspire, je visualise que je rentre à l'intérieur de moi. Je visualise que je reviens. Les gens qui nous regardent peuvent essayer tout de suite. Je veux dire, je ne peux pas me concentrer sur ma respiration et la contrôler et être absorbé par l'environnement autour. Parce que en fait, ça demande un tel effort mental de prendre le pas sur cette fonction qui normalement est autonome que ça nous oblige à mobiliser toute notre concentration dessus. Donc quand je vais inspirer et je vais sentir cette énergie qui rentre en moi, je peux, après ça dépend si les gens sont plus dans le ressenti, plus dans le visuel, plus dans Le l'olfactif ou kinesthésique. autre, Ouais. voilà, le kinesthésique, tout ça. Euh, En fait, il faut qu'ils fassent en fonction de, par exemple, moi je suis quelqu'un de kinesthésique, j'arrive pas à voir une lumière qui rentre en moi, c'est pas quelque chose qui me parle, mais Mm. moi ça va être plutôt dans les sensations, je vais sentir l'air qui pénètre à l'intérieur et qui vient au centre. Et ça, c'est vraiment puissant et on ne peut pas être stimulé par l'extérieur à ce moment-là. Donc, ça, c'est un peu comme une désensibilisation, c'est-à-dire que quand je suis submergé, hop, je prends quelques respirations, je reviens au centre, je relâche, les effets vont durer un peu, je me sens à nouveau submergé, je reviens au centre, je relâche. Et petit à petit, en fait, à force de faire ces allers-retours, tu vois, c'est comme voir un film d'horreur plusieurs fois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, t'es plus sensible au film d'horreur parce que tu l'as vu, c'est répétitif et tout. Voilà. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu t'autorises à retourner dans ton petit film d'horreur extérieur. J'y retourne à tout ce qui m'agresse, tout ce qui me saute dessus. Et puis quand c'est vraiment trop pour moi, je viens, je respire, je reviens à l'intérieur. Et je repars, tout doucement. Et en fait, c'est à moi. C'est important de savoir qu'on est tous responsables, pas coupables, mais responsables. Mm. Et donc, j'invite tous les hypersensibles qui nous regardent à reprendre leurs responsabilités et dire oui, il y a l'environnement, mais je vais aller chercher moi mes ressources et donc je reviens à l'intérieur. Et à l'intérieur, tout se passe toujours très bien. Je te remercie de préciser ça parce que j'explique souvent sur la chaîne que l'hypersensibilité, ce n'est pas un fardeau et très souvent, c'est perçu comme ça.
Et je considère qu'au contraire, on a les leviers pour activer, notre bien-être puisqu'on a une conscience de nos émotions qui est accrue puisqu'on ressent plus fort. Donc on doit être capable, mieux que quiconque, d'être responsable et de maîtriser ses émotions puisqu'on en a conscience. Tout à fait. Et moi, je vois, enfin, j'en côtoie, hein, ma compagne, pareil, déjà beaucoup d'émotions et tout. Mais pour moi, c'est presque un don, en fait. C'est-à-dire Mmh. que vous êtes capable, normalement, de ressentir les choses avant tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes tellement sensible que le moindre changement, on va dire, d'énergie, d'ambiance, de trucs, vous êtes capable de le sentir. C'est un peu Spider-Man avec ses antennes. Je veux dire, le moindre truc qui arrive. Exactement. Sauf que, évidemment, si j'apprends pas à focaliser, et de toute façon, notre subconscient, il est fait pour ça. Je veux dire, il est là pour filtrer tout ce qu'il y a autour. En gros, c'est que vous êtes trop connecté à votre subconscient et vous captez tout. Vous captez tout. Et à un moment, c'est apprendre à recentrer, à refocaliser. C'est comme la lumière, une ampoule, ça éclaire une pièce, c'est joli, mais si je la focalise, si je la concentre, ça devient un laser et ça devient hyper puissant. Et c'est la même chose pour moi. Les hypersensibles, c'est comme si tu te lèves un matin et tu te dis, ouais, je suis hyper sportif. Ah merde, je suis en train de tout le temps de faire des efforts et tout. Non, mais vois-le comme un don. Tu es capable de faire des efforts que les autres ne sont pas capables de faire. Il faut juste apprendre à les contrôler et à vivre avec. Tu vois. Ouais. Alors justement, c'est en grande partie grâce à toi que j'ai appris à reprendre la maîtrise de mon souffle. Et je l'ai souvent expliqué aussi à mon audience, c'est que, tu sais, après le covid, j'ai eu une énorme crise de rectocolite hémorragique. Je suis passé à l'hôpital, j'ai frôlé la péritonite. C'était une catastrophe sur tous les plans. Sur le plan professionnel, tu te souviens, j'organisais des conférences, tout est tombé à l'eau. Et toi, tu m'as récupéré un petit peu à la petite cuillère et on avait travaillé ensemble pendant 12 semaines. Tu m'as appris en tout cas à reprendre la maîtrise de mon souffle, de mon énergie et ça m'a fait le plus grand bien. Et je te remercie beaucoup pour cela déjà, parce que ton accompagnement a été vraiment génial et je crois que tu as quelque chose à proposer à la communauté, aujourd'hui. Tout à fait. Si, il y a des gens parmi vous qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, parce que vous faites partie de la communauté de Steve, même si c'est un appel juste pour partager avec moi et découvrir, ce sera avec grand plaisir. Mais en fait, toute la communauté, je vous propose, je vais donner un lien particulier à Steve pour prendre rendez-vous avec moi. Et en fait, pour pouvoir échanger 30 minutes en direct sur vos problématiques, vous donner quelques outils. Et après, libre à vous de repartir avec et de les appliquer au quotidien ou de voir si jamais bah, vous voulez continuer plus loin avec moi sur le chemin. Mais voilà, je vous offre 30 minutes d'échange où on va pouvoir discuter en direct, en tête à tête, en un à un, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus chaleureux si vous avez des choses à me dire. Donc, ce sera avec grand plaisir. Merci Samuel et vous pouvez vraiment lui faire confiance, moi j'y suis allé, un petit peu avec des doutes et finalement, des doutes pas par rapport à toi, des doutes par rapport à la pratique. Mais vraiment, ce que tu m'as transmis il y a 2 ans, je m'en sers toujours aujourd'hui et on parlait de points d'ancrage tout à l'heure, d'apprendre à mettre de la conscience sur notre fonctionnement et à s'ancrer. Bah, tu vois, ça me sert encore et et vous pouvez vraiment faire confiance à Samuel et vous pouvez le constater, je fais la promotion de personne, juste de mes formations et de mes coachings et aujourd'hui, j'ai envie de te mettre en avant parce que c'est une compétence que je n'ai pas, mais que tu excelles, que tu développes très bien et ça me fait vraiment plaisir de mettre tout ça en avant. Donc je te remercie beaucoup pour ça, Samuel et bah, j'espère que vous allez en profiter pour, bénéficier de l'accompagnement de Samuel parce que vraiment, vraiment, ça vaut le coup. J'apprécie beaucoup ce retour et tes mots. Merci beaucoup, Steve. Bah, merci à toi, Samuel. Et puis, bah, si vous voulez correspondre avec Samuel aussi, vous pouvez heu, laisser des commentaires. Samuel, tu auras le lien de la vidéo aussi, donc tu pourras interagir avec l'audience. Et Génial. voilà. Bah, je te remercie beaucoup, Samuel. Merci pour ce moment. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au plaisir. Ciao. Ciao.